Bienvenue dans ce décryptage. L'épreuve du baccalauréat approche à grands pas. La pression monte un peu, non? C'est totalement normal. Mais honnêtement, aucune raison de paniquer. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une véritable clé maîtresse. Un plan d'action direct, hyper visuel et sans aucun blabla pour conquérir cette épreuve de français. L'idée, c'est d'utiliser des déclencheurs intelligents pour accumuler les points, tout simplement. Voici notre feuille de route pour faire complètement redescendre l'anxiété. 6 étapes cruciales à franchir. Le texte d'histoire, les marques de subjectivité, la langue et la grammaire, le texte argumentatif, l'appel et pour finir, le compte-rendu. Une fois ces mécanismes bien en tête, l'épreuve devient d'une logique implacable. C'est parti! Première étape de notre décryptage, le texte d'histoire et surtout, comment le décoder. Alors bien sûr, l'objectif universel de ce type de texte, c'est d'informer, de raconter des faits du passé. Mais attention, l'auteur a toujours une intention cachée, une visée communicative. Et pour l'identifier en un clin d'œil, il suffit de traquer certains mots-clés. C'est comme un code secret. Si le texte regorge de figures héroïques ou positives, comme des moudjahidines par exemple, le but est clairement de rendre hommage. Par contre, si on tombe sur un vocabulaire lourd avec des mots comme torture, crime ou violence, là l'auteur cherche de toute évidence à dénoncer. Et si jamais un je ou un nous fait son apparition, c'est le signe incontestable d'une volonté de témoigner. C'est un système de repérage vraiment redoutable et infaillible. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi deviner le type d'auteur sans même lire entre les lignes. L'astuce, regardez la source tout en bas de la page. Une date complète avec le jour, le mois et l'année, c'est un journaliste. S'il n'y a qu'une simple année de publication, on a affaire à un historien. Et, comme on vient de le voir, la présence de je ou de nous dans le texte indique qu'il s'agit d'un témoin direct. Franchement, c'est le meilleur raccourci pour gagner du temps. Passons à notre deuxième grande partie, les marques de subjectivité, ou comment repérer l'opinion de l'auteur. C'est le moment précis où l'auteur lâche sa neutralité pour injecter son propre ressenti dans le texte. Il y a exactement 5 indices grammaticaux à chercher. Premièrement, les pronoms personnels, je, nous, mon, notre. Deuxièmement, les verbes de modalité, comme devoir, pouvoir ou falloir, qui montrent une nécessité ou une possibilité. Ensuite, on a les adjectifs, qu'ils soient amélioratifs pour valoriser ou péjoratifs pour critiquer. N'oublions pas la ponctuation expressive, un point d'exclamation ou d'interrogation, ça en dit long. Et enfin, les modalisateurs indiquant la certitude ou le doute, comme sûr ou peut-être. Quand on trouve ça, bingo, l'auteur est bel et bien impliqué dans son texte. Pour bien visualiser, faisons une petite comparaison. À gauche, le 8 mai 1945, le peuple a marché. C'est froid, énoncé de manière presque robotique, un fait brut et objectif. Maintenant, à droite, le 8 mai 1945, les Algériens libres ont marché contre le colonisateur brutal. Quel contraste! Juste en ajoutant « libre » et « brutal », la phrase devient extrêmement subjective. L'auteur prend clairement position ici et ses mots trahissent son engagement. Troisième étape de notre parcours, la langue et la grammaire, et surtout leur modèle ultra prévisible. La grammaire peut impressionner, mais en réalité, c'est d'une logique implacable. Prenons les rapports logiques, par exemple. L'idée, c'est d'identifier la relation et d'y glisser le synonyme parfait. Si on veut exprimer la cause, déclenchée par des mots comme « car »,« parce que » ou « à cause de », l'astuce en or, c'est tout simplement de remplacer « car » par « parce que ». Et pour l'opposition, signalée par « mais »,« cependant » ou « pourtant », le raccourci magique consiste à remplacer « mais » par « pourtant ». Rien de plus simple pour sécuriser tous les points sans transpirer. Et voici le code de triche par excellence pour cette fameuse question « à qui renvoie ce pronom ?» Tout s'éclaire en associant le type de pronom à sa place dans la phrase. Le pronom « on » englobe souvent l'auteur et d'autres personnes, comme d'autres moudjahidines. Les pronoms « le »,« la » et « les » sont des compléments d'objets directs. Ils remplacent donc quelque chose situé juste après le verbe. Lui et leur, attention, ce sont des objets indirects réservés uniquement aux humains, et très souvent introduits par un petit « a ». Et enfin, le pronom « y » remplace quasiment toujours un lieu ou une chose inanimée. Avec ça en tête, l'erreur est juste impossible. Abordons maintenant la question de synthèse. C'est l'opportunité rêvée de ramasser des points précieux sans se fatiguer. Inutile de trop réfléchir, on applique une recette stricte en 3 temps. Étape 1. Toujours commencer par une formule d'opinion, du genre « à mon avis ». Étape 2. On recycle les mots de la question pour amorcer une affirmation, ça étoffe la réponse intelligemment. Et étape 3. On conclut avec une phrase courte, avec ses propres mots, pour prouver qu'on a bien saisi le fond du problème. C'est une approche vraiment à toute épreuve. Ce qui nous amène à notre 4e partie, le texte argumentatif. L'objectif ici, déverrouiller le débat. L'architecture de ces textes repose presque toujours sur 2 grands moules évidents. À gauche, on a le plan accumulatif. C'est du bloc, complètement unilatéral,
Une seule idée défendue de bout en bout en empilant les arguments. Mais à droite, le plan dialectique est bien plus nuancé. Il pose d'abord une première idée, la thèse, il marque un temps d'arrêt avec une transition, puis il bascule complètement vers l'opinion inverse, c'est-à-dire l'antithèse. Et le secret absolu de ce plan dialectique, c'est justement cette fameuse transition. C'est le point de pivot. Souvent, ça tient à un simple « mais » ou « cependant ». C'est vraiment la clé en or de tout le texte. En repérant ce petit mot, on comprend d'un seul coup la dynamique globale et surtout la véritable position de l'auteur face au débat. On avance avec notre 5e étape, l'appel, l'incontournable appel à l'action. Il faut voir ce texte comme un message d'urgence envoyé pour provoquer un vrai changement. Et cette urgence se construit selon une escalade en 3 phases très strictes. D'abord, la phase expositive. On met sur la table une situation insupportable, une injustice flagrante. Ensuite vient la phase argumentative, où l'auteur déploie des raisons impérieuses pour prouver qu'il faut agir vite. Et l'apothéose, c'est la phase exhortative, le moment où l'appel à l'action est lancé haut et fort. C'est une construction logique vers la mobilisation totale. Mais comment savoir qu'on entre dans cette phase finale exhortative ? Eh bien, il faut chercher les verbes performatifs. Ce sont de véritables enseignes lumineuses en plein milieu du texte. Des mots comme « j'invite »,« j'incite »,« j'encourage » ou « je demande ». Dès que ces verbes résonnent, le message est clair. L'auteur est passé de la simple persuasion à l'ordre direct de bouger. D'ailleurs, voici une petite pépite grammaticale au passage pour rafler encore plus de points. Le mode de l'urgence appelle presque toujours le subjonctif. Dès que l'expression « il faut que » apparaît sur la feuille, le verbe qui suit doit obligatoirement être conjugué au subjonctif. Par exemple, « il faut que chaque enfant ait des droits ». C'est une règle quasi systématique dans les appels et c'est très gratifiant à repérer. Nous voici à notre 6e et ultime étape, le compte-rendu. Littéralement le générateur de points le plus puissant de toute l'épreuve. Franchement, c'est la partie qui demande le moins d'improvisation. Tout repose sur une formule en béton armé à mémoriser. Prenons l'accroche, le tout premier paragraphe d'introduction. Il y a des ingrédients non négociables, à ne surtout pas oublier pour frôler la perfection. La nature du texte, le titre s'il y en a un, le nombre de paragraphes, le nom de l'auteur, la source, la date de publication, et bien sûr, le thème principal et la visée communicative qu'on a appris à dénicher plus tôt. C'est une véritable checklist, rien ne doit être laissé au hasard. L'astuce absolue pour réussir cette amorce à tous les coups, c'est d'utiliser un modèle à trous. Imaginez retenir par cœur cette structure exacte. Le texte proposé est un texte de tel type, intitulé ainsi, composé de tant de paragraphes, écrit par tel auteur. On remplit simplement les blancs avec les infos du texte et paf, on obtient une introduction parfaite, professionnelle et ultra fluide. C'est l'antidote parfait contre le syndrome de la page blanche. Il reste tout de même un dernier petit détail crucial à ne pas rater. Selon la filière, la conclusion du compte-rendu diffère. Pour les filières scientifiques, une fois les idées résumées, la tâche est terminée, on pose le stylo. Mais attention, pour les filières de langues étrangères, il y a une étape bonus obligatoire, la fameuse partie critique. Il faut impérativement ajouter un petit paragraphe pour évaluer l'efficacité des idées de l'auteur et la complexité de son vocabulaire. Oublier cette étape, ce serait jeter de précieux points par les fenêtres, alors la vigilance est de mise. Et voilà, l'architecture de chaque type de texte est désormais mise à nu, les règles sont décodées et les mots déclencheurs sont bien mémorisés. Face à un plan d'action aussi clair, qu'est-ce qui pourrait encore empêcher un triomphe total à cette épreuve ? La clé, c'est de se rappeler que la préparation remplace toujours la peur. Il est grand temps de transformer toutes ces connaissances en un succès éclatant.